À 800 km au nord-est de Buenos Aires, dans les sierras arides de la province de Cordoba, où paissent librement vaches, moutons et lamas, une espèce menacée qui vit habituellement dans la jungle y a trouvé soin et protection. Ce refuge de la dernière chance, créé il y a 20 ans, reste à ce jour le premier et l'unique centre de ce genre en Argentine. Chaque matin, les singes hurleurs réveillent le centre au son de ce concert tonitruant. Première victime en Argentine du commerce illégal de la faune sauvage, les primates qui arrivent ici apprennent à vivre libre et à redevenir singes. La majorité d'entre eux n'a jamais vécu au milieu de ses semblables et n'a jamais grimpé à un arbre. Alejandra Juarez, instigatrice de ce projet de réhabilitation, a décidé de consacrer sa vie au sauvetage de l'espèce. Dans ce centre, le système de maintien, c'est la liberté. Ce n'est pas habituel dans les centres de réhabilitation. Ils ne sont pas en liberté. Ici, le fait qu'ils puissent vivre leur vie le plus naturellement possible a permis d'obtenir de la reproduction. Nous en sommes à la 3e génération de petits. Une réussite éclatante puisqu'une femelle a même donné naissance à 2 petits, phénomène rarissime qui témoigne de la bonne condition de vie des singes. Le travail exemplaire mené ici a été d'ailleurs salué par la célèbre primatologue Jane Goodall lorsqu'elle est venue visiter le refuge en 2009. Ce centre de sauvetage, de réhabilitation et de conservation des primates argentins fonctionne depuis 20 ans. Et il tente d'offrir une solution au grave problème des singes hurleurs qui sont pris comme mascottes. C'était illégal, c'est toujours illégal. Le trafic existait et il existe encore aujourd'hui. Ces singes que les gens achètent ont été capturés après la mort de leur mère. Et quand les singes deviennent grands, les gens n'en veulent plus. La plupart du temps, ils les donnent à des zoos. Dans les zoos, ils meurent, ils dépriment. Naturellement, les défenses tombent et cela engendre des maladies. Mais avant tout, si on ne pourvoit pas leurs besoins psychologiques, ils meurent. Le refuge du Caraya, nom guarani du singe hurleur, s'étend sur un domaine de 360 hectares. Il appartient à un particulier qui les offre en jouissance à l'association. C'est l'une des rares aides qu'elle reçoit. Les ressources proviennent de dons et des droits d'entrée des visites. L'étape de réhabilitation commence dans cet espace parcouru par des lamas, réfugiés eux aussi suite à la cessation d'activité d'un éleveur. Les singes apprennent à se comporter comme les alouates sauvages. Ils sont dotés des mêmes caractéristiques propres à leur genre, comme le hurlement. Le singe caraya est le plus grand singe d'Amérique du Sud et de l'hémisphère sud. En raison d'une caractéristique qui leur est propre, ils sont aussi appelés les singes les plus diplomates du monde. Grâce à leur formation anatomique, qui se présente comme une poche, une caisse de résonance, ils hurlent et ces hurlements évitent les affrontements. Le matin, ils hurlent pour indiquer aux autres groupes qu'ils sont là. Je peux rajouter qu'en raison de leur volume sonore, les singes caraya sont aussi considérés comme les animaux les plus bruyants du monde. C'est pour cela qu'ils figurent à ce titre dans le Guinness des records. Et s'il y a combat, ils se battent à coups de hurlements tout aussi puissants. Une équipe très motivée entoure Alejandra. 2 salariés et quelques volontaires qui viennent d'organismes nationaux ou internationaux, comme Projects Abroad, ont en charge les 60 pensionnaires et l'entretien de la réserve. Les singes qui arrivent ici sont généralement des animaux très humanisés, avec des habitudes humaines. Le nouveau venu passe par une étape d'adaptation, d'acclimatation, durant laquelle nous restons très en contact avec lui, jusqu'à ce que nous trouvions un autre singe, un autre caraya, qui lui soit similaire en caractère, afin qu'ils deviennent comme des amis. Il faut que ce nouvel arrivant ait un exemple référent auquel il va s'accrocher. À partir de là, il entre dans l'étape de socialisation avec la reconnaissance de sa propre espèce. Cela prend du temps et si tout se passe bien, ce travail de socialisation aboutit ensuite à la formation d'un groupe qui pourra être libéré ultérieurement.
En ce qui concerne les bébés qui entrent ici, des orphelins dont la mère a été tuée, c'est un autre système. Nous avons une partie nurserie où l'on garde les plus petits et il y a une personne qui prend en charge ces petits bébés. Les bébés hurleurs sont logés dans les petites dépendances à l'abri du vent et du froid. Dès les premières chaleurs du printemps, ils prennent leur bain de soleil dans les bras de leur nounou. Jeune étudiante en biologie, Pia débarque au centre à chaque vacances et endosse avec tendresse le rôle de mère de substitution. Tous ces bébés ne peuvent pas être avec leur mère parce qu'ils ont été chassés tout petits ou parce qu'ils sont nés dans la réserve. Quelle que soit la raison, leur mère ne peut pas prendre soin d'eux. Dans la zone d'élevage artificiel, notre travail consiste à les élever jusqu'à ce qu'ils deviennent indépendants, entrent en relation avec des sages plus grands et puissent éventuellement être libérés. Quelque chose semble intriguer ce singe. Il y a de l'agitation dans l'espace de réhabilitation. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Allez les enfants, Vamos, chicas. ¿Ya está? tu l'as? Cuidado, abre la puerta. Sí, sí. Síguenos. Ustedes siguen su círculo. Vamos a sacar On est en train de les sortir de la zone de socialisation pour les transférer dans la zone où ils seront bientôt libérés. Cela va prendre un certain temps, 1 ou 2 semaines, le temps qu'ils s'habituent à ce lieu. Et ensuite, on procédera à tout le travail de libération. Le paysage aride est parsemé de quelques îlots forestiers. Ces écrins de verdure abritent les différentes familles de singes vivant en liberté. Ils sont 4. Il y a 2 mâles, un adulte, un jeune, et 2 femelles, la mère et la fille. Ils ont une relation familière. Hola, amor. Maintenant que la cage d'acclimatation au nouvel espace est installée, nous allons les libérer à l'intérieur. Ils vont y rester 1, 2 ou 3 jours, parce que c'est un groupe qui est déjà assez solide. Et puis après, ils seront libérés et lâchés dans leur secteur. Les carayas ont une fonction importante dans l'environnement. Les biologistes les qualifient de singes sentinelles ou de sentinelles de la santé, car ce sont les premiers animaux touchés par les virus et les maladies parasitaires, ce qui en fait des indicateurs clés de l'état des écosystèmes. La caractéristique du singe caraya nous aide aussi à pouvoir mettre en place ce type de réhabilitation. Ils occupent en réalité un territoire très petit et plus important encore, ils ne se déplacent que de quelques mètres par jour. Donc cela nous aide dans le sens où nous pouvons les libérer et former des groupes à l'intérieur de ce secteur, ou bien encore les libérer dans un lieu qui n'est pas leur aire d'origine. On agit en fonction de cela pour établir au mieux un type de gestion, de système de maintien. La végétation de la province de Cordoba ne correspond pas à l'habitat naturel des singes hurleurs. Ces primates vivent dans les forêts tropicales où leur régime alimentaire est composé en majorité de feuilles et de fruits. Comme les feuilles sont disponibles partout, contrairement aux fruits, ils ont donc moins besoin de se déplacer. A comer, camisón, vamos. Gustavo, Gala, Dala, vamos chicos. A comer, camisón, vamos.
C'est un groupe qui vit dans une forêt de pins où il n'y a pas suffisamment de variétés de feuillage pour qu'ils puissent s'alimenter. Donc nous leur apportons les feuilles qu'ils consomment pour compléter leur régime alimentaire. Camison, lui, c'est le mâle dominant. Il a attrapé et volé différentes femelles à d'autres groupes pour se constituer son propre groupe. Ça te rend très heureux de les voir ainsi, parce que tu les as vus arriver maltraités, sous-alimentés. Je les suis depuis qu'ils sont là. À plusieurs reprises, j'ai vu des singes qui, quand ils arrivent, ont peur des autres singes parce qu'ils n'en ont jamais vu auparavant. Et petit à petit, ils se mêlent aux autres. Ils forment leur groupe, puis ils sont relâchés, ils constituent une famille et ils ont des petits. Donc c'est gratifiant de savoir que réellement, ils retournent à la nature dont ils n'auraient jamais dû sortir. L'homme ne devrait pas les en sortir quand ils sont petits, ni leur faire de mal. C'est vraiment une satisfaction de les voir se développer, grimper, parce que très souvent ils arrivent sans savoir monter dans un arbre. Ils ne savent pas, ils ne sont pas préparés ni physiquement ni musculairement. Et quand tu vois qu'au bout d'un certain temps, ils commencent à grimper aux arbres, à avoir une autre sorte de dynamique, eh bien c'est vraiment une énorme satisfaction. Juan Pablo se dirige vers le site le plus reculé de la réserve. Une oasis où poussent de vieux ormes et des acacias, des arbres natifs contrairement aux forêts de pins qui ont été plantés à des fins commerciales un peu partout dans la région. C'est le groupe 4, un groupe qui vit quasiment à l'état sauvage. Nous leur donnons un supplément de nourriture parce que c'est l'occasion de les contrôler, de voir si tout va bien, si le groupe est au complet. Mais ils n'auraient pas besoin que nous leur apportions ce complément alimentaire. Avec les feuilles, les bourgeons et les fruits qu'il y a dans la zone, ils pourraient subsister sans la présence humaine. Ils pourraient parfaitement retourner dans leur milieu naturel. Aujourd'hui, je peux dire que beaucoup de groupes sont en condition de retourner à la nature. De façon psychologique, physique, émotionnelle, ils sont complètement réhabilités. Où pourrait-on relâcher ces singes? Impossible de le faire dans leur milieu naturel, où ils restent le symbole du trafic illicite. Quelques perspectives pourraient toutefois être intéressantes. Et il y a beaucoup de réserves privées, de lieux protégés, où il n'y a pas encore de caraya. On a aussi cette idée de pouvoir introduire des groupes dans les territoires des Indiens Guarani. Et ce serait parfaitement justifié. Le mot caraya est guarani. Il signifie chef de la forêt. Pour son travail et son savoir, Alejandra est reconnue par les plus éminents primatologues. Son refuge de la Cumbre a été primé en mars 2011 par l'organisation internationale HAPE, Projet Grand Singe.